des années qu'on attend ce moment, et ça y est, Luffy affronte un amiral. Yo les bros, c'est Godji, et bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre 1091 de One Piece. La fin nous offre ce que l'on attendait le plus, un face à face entre empereur et amiral, Luffy versus Kizaru. Vous allez donc découvrir avec moi dans cette review les conséquences qu'auront un tel affrontement, que ce soit la nouvelle prime que Luffy pourra obtenir après Egghead, ou aussi et surtout la première apparition et explication officielle de l'éveil d'un Logia. Pas de panique, je vais tout vous expliquer et je compte sur vous pour exploser les likes sur cette review. Merci à tous. Ce soir, pas de review live sur Twitch comme on fait d'habitude, mais très grosse soirée opening de cartes One Piece en partenariat avec le frérot Jumpy Chiban, et avec plus de 10 displays OP05 à ouvrir, on a pour seul but d'obtenir les plus rares cartes possibles. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, on sera déjà peut-être en live, alors n'hésitez pas à passer, on vous réserve pas mal de surprises. Cette review va commencer après un très court placement de produit, alors allons-y car j'ai beaucoup d'analyses à vous présenter dans cette vidéo. A tout de suite les bros. Aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter CyberGhost, un partenaire de longue date de la chaîne que j'utilise lorsque j'en ai le besoin et qui est également un VPN leader mondial dans son domaine. Grâce à ce simple et petit logiciel, naviguez en tout anonymat sur internet en cachant votre adresse IP, vos données seront cryptées, d'une interface simple, fluide et efficace, changez de pays en seulement quelques clics et donc accéder à un contenu qui vous était alors inconnu à ce jour. Ce n'est pas moins de 35 plateformes de streaming qui deviendront ainsi faciles d'accès pour profiter de séries, films et même animes étrangers que nous n'avons malheureusement pas en France. Disney+, Prime Video, Netflix et même Fun Animation n'auront plus aucun secret pour vous, alors n'hésitez pas à en profiter. Vous avez envie de regarder l'intégrale de One Piece en version originale ou anglaise sur Netflix? Eh ben avec CyberGhost, c'est possible en quelques clics. Connectez-vous au serveur du pays US que vous souhaitez et voilà, le tour est joué. 7 appareils utilisables à la fois, aucune donnée stockée sur leurs 9700 serveurs répartis dans 90 pays, garantie de remboursement de 45 jours et même une assistance clientèle 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mon lien vous fera bénéficier de 83% de réduction pour seulement 2,03€ par mois et 4 mois supplémentaires gratuits. Retrouvez-le en description de cette vidéo et profitez-en. Voilà, alors merci à vous et à CyberGhost pour la sponsor. Le chapitre commence avec ce que j'appelle le raid des vice-amiraux. En effet, pour contrer la puissance des pacifistas et des Sea Beast Weapon, les vice-amiraux passent à l'attaque. Alors rien de franchement nouveau, si ce n'est que le vice-amiral aux 60 mentons a un bras robotique étrangement similaire à celui de Z. Il ne faut tout de même pas les sous-estimer, car bien que les vice-amiraux soient en dessous de nos standards en termes de puissance, surtout en comparaison aux monstres qu'ont affronté les Mugiwara sur Onigashima, il n'en reste pas moins des soldats aux qualités exceptionnelles, et c'est très clairement leur quantité qui fera leur danger, alors ne les négligez pas. Autre point qui m'a vraiment intéressé, ce sont justement les Sea Beast Weapon. On a pu voir que les dégâts qu'ils ont infligés aux multiples navires de la marine sont vraiment monstrueux. Si on pouvait douter de leur utilité, ils ont clairement prouvé être redoutables. Du coup, ça m'a fait penser à Poséidon, l'arme antique incarnée sous l'apparence de Shirahoshi. J'en ai jamais forcément parlé parce que j'en ai jamais trop eu l'occasion, mais même s'il s'agit de la première arme antique à avoir véritablement été dévoilée, j'ai un petit peu du mal à imaginer toute l'ampleur de sa puissance. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais lorsqu'on nous annonce que les armes antiques peuvent détruire le monde, moi j'essaye de comprendre comment les rois des mers, contrôlés par Poséidon, peuvent avoir un impact aussi apocalyptique. C'est vrai, quand tu compares Pluton ou même Motherflame, qui peuvent détruire une île en un seul instant, comment des poissons pourront rivaliser avec un tel pouvoir? Eh bien, je dois avouer que la vision de simples monstres marins détruisant l'équivalent d'un Buster Call en seulement quelques secondes m'a réconforté avec le vrai pouvoir des rois des mers, qui sont encore bien plus massifs et terrifiants. C'est peut-être bête, mais cette page du chapitre 1091 m'a davantage réconforté avec les pouvoirs de Poséidon, et j'arrive beaucoup plus à me rendre compte que ces créatures n'ont pas le titre de roi par hasard et que sur les mers, sans doute rien ne pourra vraiment les contrer. Bon, on va passer à la suite parce que je me mets à parler d'armes antiques alors que c'est pas du tout le sujet. Désolé, c'est la passion qui parle. Venons-en à la partie de Sentomaru versus Kizaru. Le combat opposant Sentomaru à Kizaru continue dans ce chapitre et sans grande surprise, il se termine aussi. Le garde du corps de Vegapunk ne parviendra pas à résister à la puissance écrasante de l'amiral. Notons toutefois que malgré cette défaite, Sentomaru s'est battu comme un lion et pour cause, il est doté d'une force naturelle absolument surréaliste qui lui vient de son enfance comme le montre son flashback. Oui, le flashback de Sentomaru. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a un peu plus d'un mois lorsque j'analysais le SBS du tome 106, car c'est dans ce même SBS qu'Oda dévoilait l'histoire
l'histoire de la rencontre entre Sentomaru et Vegapunk. Elle est strictement similaire à ce chapitre, à savoir qu'un village était en proie à de puissants ours et qu'un jeune garçon banni est celui ayant combattu ce groupe de terribles monstres sauvages à lui seul. Sentomaru montrait alors déjà des signes de force surhumaine à cet âge-là, et je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce flashback. Bon, outre le fait que le passé de Sentomaru a été plus développé que celui de Zoro, qui lui s'est seulement contenté d'un passage de SBS, on n'en parlera pas davantage, on se fera c'est comme ça. Oda fait un parallèle très cool avec Kintaro, le héros du même mythe japonais dont est inspiré Sentomaru. Enfant à la force surhumaine, élevé par une ogresse sur le mont Ashigara, donc exactement la référence que fait Oda avec la technique de Sentomaru, Ashigara Palm. On parle aussi de ses combats de sumo avec les ours, encore une fois bien démontré dans son histoire et son flashback, mais aussi de l'aide qu'il apporte aux villageois et aux bûcherons, très bien représenté dans la cover du chapitre 927 si je dis pas de bêtises, sans parler de la hache que porte Kintaro similaire à celle de Sentomaru. Vraiment, je pense pouvoir passer bien 10 minutes à vous parler des similitudes entre ces deux personnages. Alors, est-ce utile et intéressant pour autant ? Bon, j'en doute un petit peu, surtout que la suite est beaucoup plus prenante puisque Kizaru prend possession de la puce de contrôle des pacifistas et parvient donc à les contrôler comme il le souhaite et leur ordonne désormais d'attaquer les Sea Beast Weapons qui sont en train d'atomiser les navires de la marine. Nous avons là donc un très gros retournement de situation qui augmente encore et toujours la pression et la force de l'assaut de la marine dans cette bataille contre Vegapunk et les Mugiwara. J'en profite pour vous rappeler que cette histoire de hiérarchie dans le commandement des pacifistas s'applique également aux Séraphins et surtout qu'il manque la prise de pouvoir d'un personnage. Saturne. Depuis le début, l'accent est très porté sur la suprématie qu'auront le Gorosei quand il s'agira de contrôler les Séraphins. Maintenant que Saturne est littéralement aux abords d'Egghead et que les Séraphins sont emprisonnés aux côtés des membres du Cypherpole kidnappés par York auparavant, j'ai la sensation que ce même Saturne se déplacera près des clones des Shichibukai pour les libérer. Mais pas seulement, qu'il ordonnera aux Séraphins de tuer les membres du Cypherpole présents à cet étage par la même occasion. La raison, elle est simple, en plus d'avoir été kidnappés, ce qui est une honte pour des agents secrets, ils ont été libérés par des pirates censés alors être leurs ennemis. Aux yeux de Saturne, et comme il a expliqué récemment, ce ne sont que des insectes. Tout ce qui compte, c'est York le réacteur et le Punk Record. Les vies humaines ne l'intéressent pas et il pourra parfaitement s'en débarrasser en ordonnant aux pacifistas de les exécuter. Quoi qu'il en soit, il est clair et net que Saturne passera à l'action et profitera des avantages de sa grande position hiérarchique pour contrôler les Séraphins alors proclamés comme les plus puissants humains au monde. Venons-en au principal de ce chapitre, l'affrontement des titans Luffy et Zoro contre Kizaru et Lucci. Enfin, avant ça il faudra quand même mettre un contexte à tout ce qui s'est passé. Après l'arrivée de Kizaru dans le Dôme Frontière, Lucci semble s'être senti pousser des ailes et a profité de l'occasion pour tenter d'assassiner Vegapunk. En vain, puisque ceci s'interposera et subira l'attaque à la place de son créateur. Bon, outre le fait que les Mugiwara ont fait de piètres défenseurs, incapables de contrer une tentative d'assassinat sur celui qu'ils doivent protéger, est-ce que vous avez capté, vous aussi, cette scène est quasiment un exact copier-coller de celle du juge Vince Mock ordonnant à son armée du Garma Double Six de former un barrage entre lui et son ennemi. La grande différence, c'est que Stussy agit comme une véritable humaine. Entre le sang, l'expression de la douleur, puis la volonté pure et simple de protéger un être cher, on est très loin du manque d'humanité du Garma. Alors qu'en est-il d'elle? Est-ce la fin? Eh bien, très honnêtement, ça m'étonnerait pas. C'est pas une telle attaque qui va la tuer, du moins en théorie, mais je ne serais pas étonné qu'elle se sacrifie en cette fin d'arc pour permettre à Vegapunk de s'échapper une bonne fois pour toutes. Car honnêtement, à quoi ceci va-t-elle bien pouvoir servir? Même là, depuis la révélation qu'elle est une création de Vegapunk, elle n'a servi que de décor. La disparition de Stussy avec un éventuel flashback sur son origine, l'origine de la toute première création humaine de Vegapunk, pourrait ainsi expliquer de nombreuses choses sur le clonage dans One Piece et donner une utilité au rôle de Stussy. Sa disparition donc. Pour en revenir à Lucci et malgré la panique générale suite à cette nouvelle tentative d'assassinat, une action m'a beaucoup plu et elle a été faite par le GOAT Sanji qui a eu l'intelligence d'enfermer Kaku dans une bulle grâce au Bubble Gun. Comme nous avons pu le découvrir dans le dernier chapitre, elle permet d'emprisonner et d'affaiblir totalement n'importe quel utilisateur de fruits du démon tel les Séraphins. Donc c'est un incroyable move de la part de Sanji et c'est typiquement ce que j'aimerais voir quand il combat une femme. Au lieu de devoir subir ses attaques et ne pas pouvoir le contrer, eh bien qu'il puisse la neutraliser sans douleur ni dommage grâce à une arme similaire au Bubble Gun. Comme ça, il supprime l'une de ses plus grandes faiblesses qui est de ne pas pouvoir riposter quand une femme l'attaque sans pour autant le trahir puisqu'il ne leur fera aucun mal. C'est bien, Bon, vu qu'on arrive aux sujets principaux, à savoir Luffy contre Kizaru et Zoro contre Lucci, commençons par ces derniers. Le seigneur des enfers versus le chef du CP0, un combat à la fois inattendu et hypant. Bah ouais, quel lecteur de One Piece peut oser prétendre ne pas aimer voir Zoro affronter un ancien adversaire de Luffy? Pas n'importe lequel, Lucci fut sans doute l'un des
des plus coriaces pré-ellipse. Perso, c'est un véritable kiff, car à mon sens, c'est ici et maintenant que nous pouvons vraiment distinguer la différence de niveau. C'est dans ces moments-là que nous pouvons davantage nous rendre compte de la progression fulgurante des Mugiwara dans l'histoire. Et vous allez peut-être dire que je le surestime, mais Zoro est très clairement même au niveau pour battre Lucci. Comme le dit Luffy à Kizaru, ils sont maintenant 100 fois plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant. Cette déclaration n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, Luffy n'abuse pas du tout en disant ça. Leur courbe de progression est bien plus élevée que n'importe quel autre personnage de One Piece, pour la simple et bonne raison qu'ils sont poussés par le scénario, ouais peut-être, mais aussi car ils ont été obligés tout le long de leur aventure de décupler leurs forces pour surmonter les obstacles. J'en avais des choses à dire. Et concernant le combat opposant Zoro à Lucci, il y a un moyen très simple de se rendre compte de la supériorité qu'aura le Mugiwara dans cet affrontement. Si on revient à l'arc d'Enies Lobby, Oda a fait en sorte pour la toute première fois de son histoire d'expliquer et mettre en avant la hiérarchie des puissances au sein des antagonistes, et donc des protagonistes. Tout ça grâce au Duriki. Le Duriki, c'est juste une unité de mesure de la puissance physique d'un personnage. Même s'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans l'évaluation de cette force, elle n'en reste pas moins utile pour cerner l'écart de puissance d'un personnage d'un adversaire à un autre. Par exemple, Lucci, Kaku et Jabura sont les 3 plus puissants membres du CP9 d'après cette mesure, chose qui est pour le coup totalement vraie. Également, la faible différence de Duriki entre Kaku et Jabura était là pour, à mon sens, mettre en avant la faible différence de puissance entre Zoro et Sanji qui ont respectivement battu ces 2 membres du Cypher Pole. Zoro est et était déjà plus puissant que Sanji sans qu'un fossé colossal les sépare pour autant. Voilà. Quand ils ont affronté leurs adversaires respectifs, Zoro et Sanji n'ont eu strictement aucun mal à les vaincre, tout en ayant combattu avant et en combattant encore après, preuve que leur niveau était encore bien au-delà de Kaku et Jabura. Quand on compare à la bataille d'Onigashima, Zoro et Sanji se sont retrouvés en incapacité totale de bouger après avoir vaincu leur adversaire, tout comme Luffy lorsqu'il aura combattu Lucci de toute sa puissance avant l'ellipse. En bref, et là où je veux en venir, c'est que si Luffy a une puissance inaccessible pour Lucci désormais, comme en témoigne leur bref combat sur Egghead et les pensées de Lucci vantant la puissance phénoménale du nouvel empereur, alors Zoro sera lui aussi parfaitement à la hauteur pour le combattre. Même s'il ne parvient pas à avoir l'ascendant aussi facilement que son capitaine, la marge de progression de celui qui deviendra le plus grand épéiste au monde est suffisamment haute pour ne pas craindre une défaite dans ce combat. Pour résumer encore plus simplement, après avoir combattu l'équipage du plus terrible des empereurs, le Cypher Pole ne représente strictement plus aucun danger pour les Mugiwara, peu importe à quel point Lucci et Kaku ont éveillé leurs fruits ou non. D'ailleurs, Kaku est l'exemple parfait lorsque ce dernier a utilisé son plus puissant Ronkaku pour détruire le Sunny il y a de cela quelques chapitres. Zoro, tout en étant à moitié endormi, n'a eu besoin que d'un seul sabre pour le contrer. À l'époque, il lui fallait la puissance d'Ashura, rendez-vous compte. Aujourd'hui, même Kaku fut choqué de voir la facilité avec laquelle son attaque a été contrée. C'est vraiment un désir d'Oda de nous montrer l'écart de puissance qui s'est instauré depuis la dernière fois. Bref, tout ça pour dire que Lucci ne peut plus avoir la même ambition en combattant les Mugiwara. Luffy est désormais un roi qu'il ne peut plus atteindre. Et pour Zoro, eh bien c'est le moment pour lui de mettre en action tout ce qu'il a appris face à King, que ce soit l'utilisation du Haki des rois, l'éveil de son Haki de l'armement avancé, mais aussi pour nous de peut-être découvrir les conséquences de sa rencontre avec la faucheuse. Tout le monde se souvient de cette mystérieuse scène à la fin de son combat contre King, et aujourd'hui encore, strictement aucune explication n'a été donnée. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont plus d'attente sur cette scène, et iraient presque à penser qu'Oda ait pu oublier d'en faire une suite, mais croyez-moi, Oda ne laisse rien au hasard, et encore moins quand ça concerne la mythologie de son univers. La faucheuse a donc une très bonne raison d'être apparu face à Zoro et nous le découvrirons bien à un moment ou l'autre. Soyez donc patients et surtout à l'affût car ce nouveau combat qu'il a engagé pourrait apporter un début d'explication. Ça y est, le début du combat de Luffy versus Kizaru, l'empereur contre l'amiral. J'ai strictement aucun doute sur le fait que cet affrontement va provoquer encore de longs débats interminables. Moi, et comme d'hab, je vais vous donner mon avis perso sur cette situation, sur ce rapport de force et ses conséquences. Tout d'abord, je pense que l'on peut enfin déclarer que oui, le personnage puissant qu'avait senti Luffy à la fin du chapitre précédent est bel et bien Kizaru. Non, parce que dans ma précédente review, vous avez été un nombre incalculable à tenter de me faire comprendre à la fois que le personnage que sentait Luffy n'était pas Kizaru, mais Saturne, et qu'en plus Luffy et Kizaru ne s'affronteraient pas. Dans ce chapitre, nous avons donc la confirmation qu'il ne peut s'agir de Saturne puisqu'il est toujours sur le bateau, et à en croire la détermination qu'a Luffy à affronter Kizaru, c'est lui qui l'a senti un petit peu plus tôt. Bref, un jour de plus à partager son avis sur internet. Alors ça y est, notre Luffy affronte à nouveau l'un de ses plus grands cauchemars. Lors de la première rencontre, Kizaru était littéralement à l'origine du sentiment ultime de faiblesse que Luffy a eu pendant un sacré bout de temps. Kizaru étant à l'origine de la
dispersion des Mugiwara pendant ces 2 années, a alors aussi été le sauveur de cet équipage qui n'aurait sans doute jamais pu survivre dans le Nouveau Monde avec leur pauvre puissance de l'époque. Mais l'interrogation qui doit bondir dans chacune de vos têtes est sûrement la suivante. Jusqu'où ira ce combat entre Luffy et l'amiral et même qui l'emportera? Eh bien, vu l'état actuel des choses, je suis convaincu qu'il n'y aura ni perdant ni gagnant. Ce combat est le moyen parfait pour Oda de mettre en avant la nouvelle puissance de Luffy, tout comme il a voulu le faire avec Zoro, ce qui signifie que Luffy aura beaucoup plus de difficultés à combattre qu'il n'en a eu face à Lucci, mais de l'autre côté, il montrera à Kizaru qu'un amiral ne peut désormais plus avoir le dessus sur lui, ce qui va totalement changer la vision de la marine vis-à-vis de Luffy. Et oui, seulement quelques temps après avoir atteint les 3 milliards de berries aux côtés de Kid et Law, cette altercation entre Yonko et amiral signera surtout une nouvelle prime pour Luffy qui se distinguera de ses 2 autres camarades, malheureusement défaits par Shanks et Barbe Noire. La prime de Luffy va alors augmenter après les événements d'Egghead et 500 millions supplémentaires pourraient s'ajouter à celle-ci, faisant de Luffy un pirate recherché à 3 milliards et 500 millions de berries. Cette actualisation lui permettra ainsi de dépasser Baggy dans le classement des primes, ce qui est plus agréable pour l'ego de Luffy. Parce que Baggy qui a plus de primes que lui, c'est quand même... ouais, pas ouf. Pour parler plus en détail du combat qui se prépare entre Luffy et Kizaru, il est obligatoire pour Luffy d'utiliser à nouveau le Gear 5 pour rivaliser avec l'amiral. Ce sera ainsi l'occasion de montrer à nouveau sa capacité à attraper la lumière sans utiliser de haki comme il a fait face à Kaido en empoignant le fameux éclair. Mais attention, si Luffy utilisera librement la force qui lui a permis de vaincre Kaido et qu'un avantage pourra être distingué entre lui et son adversaire, il sera aussi important de ne pas sous-estimer la puissance de Kizaru. En effet, l'amiral doit accomplir son objectif, et ça commence par vaincre tous les adversaires qui s'opposent à lui. S'il n'a pas hésité à combattre Sentomaru, qui est quand même sa famille en quelque sorte, il n'hésitera pas à combattre Luffy et utilisera toute la puissance nécessaire pour en venir à bout. C'est ainsi que j'ai le grand plaisir de vous annoncer que jamais dans One Piece nous avions été si proches de découvrir officiellement l'éveil d'un Logia. Si plusieurs utilisateurs de Logia sont suspectés d'avoir éveillé leur fruit, j'ai l'intime conviction que Kizaru lui le dévoilera au grand jour et introduira publiquement à quoi ressemble l'éveil de cette catégorie de fruits du démon. Pourquoi? Eh bien tout simplement car c'est la nouvelle et dernière étape dans les combats de One Piece. Sur Onigashima, je vous avais théorisé l'éveil du Gomu no Mi pour vaincre Kaido avec le principal argument qui est que Kid et Law avaient eux-mêmes éveillé leurs fruits pour combattre leur adversaire. Luffy ne pouvait ainsi pas ne pas vivre ce power-up lui aussi. Mais c'est bien arrivé quelques semaines après. Sur Egghead, Lucci et Kaku nous ont révélé avoir également éveillé leur Zoan, laissant bien sous-entendre que désormais les adversaires de Luffy allaient eux aussi avoir leur pouvoir éveillé puisque lui-même les a. C'est pourquoi on en vient à Kizaru qui a, je pense, 99% de chances de nous dévoiler son éveil. Tout d'abord, l'éveil des Logia n'a jamais été ouvertement montré, même si on estime que certains ont dévoilé certains signes. Ensuite, il est un amiral et il ne fait strictement aucun doute qu'il connaît et maîtrise son fruit à la perfection, à l'instar d'Aokiji et son incroyable maîtrise de la glace. Et surtout, nous sommes dans un arc qui lui est totalement relié à lui et à son fruit du démon. Les pacifistas tirent leur puissance des rayons laser du fruit de Kizaru, fruit que Vegapunk a étudié et en partie cloné. C'est aussi grâce à ce fruit du démon que Kizaru a réussi à pénétrer dans Egghead, là où personne d'autre ne pouvait le faire. Il est évident que c'est le moment parfait pour nous dévoiler, enfin, après des dizaines d'années d'attente, à quoi ressemblera l'éveil des Logia, alors considéré comme parmi les plus puissants fruits du démon au monde. Ma théorie à ce sujet reste à peu près la même depuis des années. Les Logia pourront influencer le climat autour d'eux, comme ce fut le cas pour Akainu et Aokiji lorsqu'ils ont combattu sur Punk Hazard, en ayant littéralement changé le climat de l'île en hivernal et volcanique. Pas seulement, leur forme changera elle aussi, et tout comme Ener en Amaru, Monet ou encore César Clown, les utilisateurs de Logia éveillés se transformeront en véritables démons à l'apparence terrifiante. Voici donc ce qui attendrait Kizaru s'il dévoile son éveil, une forme terrifiante avec laquelle il pourrait peut-être aveugler tous ceux autour de lui tant la lumière qu'il émettrait serait puissante et transperçante. Oui, nous nous apprêtons à découvrir un pouvoir incroyable, alors comme je le disais, ce combat ne se terminera pas avec un gagnant ou un perdant, ils n'auront jamais assez de temps pour ça et le fils sera vite obligé d'y mettre un terme. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous allons pouvoir découvrir avec un plaisir incommensurable à quel point Luffy réussira à retenir un amiral, constituant l'un des derniers remparts de puissance avec Barbe Noire, Shanks et Imu. Préparez-vous car les prochains combats qui vont arriver seront parmi les plus excitants que One Piece n'ait jamais connus. Merci d'avoir regardé cette review, un peu plus courte que d'habitude, faut dire que le chapitre était plus léger que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir ces derniers temps. Je vous invite cependant à venir passer une bête de soirée avec nous et à prolonger l'expérience One Piece sur Twitch dès maintenant. Je sais pas encore vers quelle heure on va live, mais je dirais autour des 18 ou 19h. Alors venez et donnez votre force, on va essayer de drop la plus rare de toutes les cartes. Allez, on se dit à tout de suite les bros, portez-vous bien, merci à vous, peace.